Merci d'être avec nous, correspondants. Chaque dimanche, c'est le regard sur la présidentielle française des correspondants de la presse étrangère. Les 3 thèmes du jour. Valérie Pécresse sera tout à l'heure en meeting. Ce sera à suivre sur France Info. Au terme d'une semaine bien compliquée, certains sont partis de son parti et un soutien de Nicolas Sarkozy encore hypothétique. Nous parlerons aussi de nucléaire. Il alimente notre télé, nos studios, certaines voitures, mais surtout, il alimente désormais les débats politiques. Il s'est imposé le nucléaire comme thème majeur de la campagne. Et puis la création d'une banque des parrainages. Proposition de François Bayrou pour aider les candidats crédibles à se présenter. Nous demanderons à nos correspondants si c'est ou non une bonne idée. Un plateau des correspondants très latins. Aujourd'hui, Ana Navarro Pedro avec nous, correspondante portugaise à Paris. Juan José Dorado, espagnol, correspondant aussi à Paris pour plusieurs médias. Et Paolo Levi, correspondant en France pour l'agence de presse italienne ANSA. Bonjour à tous les trois. On le sait donc, dans une campagne présidentielle, il y a toujours des hauts. En général, on espère que ça arrive le plus proche possible du premier tour. Et des bas. Eh bien, en ce moment, pour Valérie Pécresse, la candidate LR, elle est arrangée dans la deuxième catégorie. Un bas très très bas, puisqu'elle a dû encaisser plusieurs départs, puisque les sondages ne sont pas non plus incroyables, et puisqu'elle n'a pas reçu encore, en tout cas, le soutien de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Une conversation entre amis, une conversation franche et affectueuse. Et c'était très utile pour moi d'avoir les conseils d'un ancien président de la République. Et c'était aussi, j'allais dire, un moment en famille. Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. Je ne vous en dirai pas plus. Ana Navarro Pedro, elle est terrible cette image de Valérie Pécresse qui sort des bureaux de Nicolas Sarkozy et qui est incapable de répondre si oui ou non elle a reçu un soutien. Ah oui, franche en règle générale en politique, c'est le mot de code pour dire engueulade. Après, affectueux, c'est antinomique évidemment. Mais ce qui est étrange dans toute cette affaire, c'est le fait que on nous abreuve de petites confidences qui sont partout dans les médias français d'ailleurs, il suffit de les chercher. Et on nous dit un proche de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ne la aurait dit. supporte pas, qu'elle est mal élevée et maladroite. Mal élevée parce qu'elle n'a pas peut-être fait assez de salam alek à l'ancien président français, c'est ce qu'on a bien compris, et maladroite dans son expression politique jusqu'à présent. Est-ce que ces luttes personnelles, est-ce que ces petites rivalités personnelles sont suffisantes pour déterminer la qualité d'un candidat ou d'une candidate ou pas? C'est une interrogation, il n'y a pas que la France. Hein. Et c'est une interrogation en politique qui là se pose avec beaucoup d'acuité parce que Valérie Pécresse, quand même, vous avez dit plusieurs départs. C'est pas bon dans une campagne électorale d'avoir plusieurs départs en politique. Donc sa campagne est vraiment maintenant au bout d'un fil. Son merveilleux départ donné au deuxième tour, quasiment assuré par les sondages, maintenant c'est un grand point d'interrogation. Et le manque de soutien de Nicolas Sarkozy fait craindre, puis à terme, peut-être vraiment une division de son parti, les Républicains, en 2 formations politiques différentes, à 2 tendances politiques. Mais ça, c'est après les présidentielles. Il y a on verra comment ça se passe. Pour l'instant, il y a encore le présent, Juan José Dorado. Est-ce que on parle de relations fraîches entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la vengeance de l'ancien chef de l'État? On est certainement dans la vengeance, parce que ce qui est inexplicable, en fait, c'est pas qu'elles ne savent pas répondre à la question, c'est que à quoi joue Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que Nicolas Sarkozy aille du côté de Macron? On ne peut pas l'imaginer. Autant on a vu Borte partir, Estrosi partir, Pelletier, tout ce que... mais pas Nicolas Sarkozy. Mais rester silencieux, c'est presque pareil. Oui, mais de toute façon, à quoi beau rester silencieux pour lui faire payer quoi à Valérie Pécresse? Qu'elle ne l'a pas soutenu pendant la primaire, par exemple, mais en 2016. il est en train de faire du mal à son propre mouvement, à son propre parti. Et donc, c'est là où je m'interroge, pas sur Valérie Pécresse, mais sur le jeu de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Parce qu'on sait qu'à la fin, on le voit mal en train de dire non, je ne voterai pas Valérie Pécresse, je voterai
autre chose. Donc, c'est là qui est compliqué. Elle est dans une situation extrêmement compliquée à cause de Nicolas Sarkozy, à cause du fait qu'elle se retrouve un coup troisième, un coup quatrième, mais en tout cas, jamais dans le deuxième tour aujourd'hui. Et puis, comme a dit Anna, à un moment donné, quand tu vois partir dans ces mêmes semaines, tu vois Wörth partir et tu vois d'autres leaders de la droite qui se posent des questions par rapport à elle, effectivement, sa position est très, très inconfortable aujourd'hui. À quoi joue Nicolas Sarkozy, Paolo Lévy? Écoutez, moi, l'impression, c'est qu'il soit tombé à son tour sous le charme d'Emmanuel Macron. Oh. À mon avis, il a regardé à ce quinquennat et il en a tracé un bilan plutôt positif. Il a aussi des affaires judiciaires qui lui pendent sur la tête. Et disons, pendant ces dernières années, il n'a pas été trop ennuyé et peut-être, il compte sur le statu quo. Et après... Il ne compte pas non plus rester peut-être le grand chef de la droite, le dernier président. Et après, peut-être, il y a aussi, oui, quelque chose de psychologique, comme quoi, après moi, le déluge, les Républicains, c'est sa créature quelque part, et il ne supporte peut-être pas de passer la relève à quelqu'un d'autre, à une femme qui, il faut le rappeler, était quand même une de ses ministres. Mais qui a soutenu Alain Juppé en 2016. Mais qui a ce péché originel d'avoir soutenu Alain Juppé. Alors, aujourd'hui, il y a un grand article dans Le Monde. Apparemment, il a dit, Nicolas Sarkozy de Valérie Pécresse, qu'elle est ennuyeuse. Mais bon, ça, c'est pas un critère pour aller ou pas à l'Élysée. On ne doit pas aller se promener ensemble. On peut être ennuyeux et administrer un pays de façon absolument correcte. Donc, à voir. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'au Zénith de Paris, Valérie Pécresse joue vraiment son va-tout. Ah, vraiment ? C'est vraiment le moment où soit elle relance sa campagne qui est enquistée depuis déjà quelques semaines, soit elle va sombrer. Après, il faut dire que cette campagne, en général, pour avoir suivi les autres campagnes en 2017, en 2012, elle est quand même assez molle comme campagne. On a l'impression de n'être pas encore rentré complètement. Il y a Emmanuel Macron, le vol du Condor, qui est à 3000 mètres dans le ciel de Paris. Ensuite, tous les autres plus bas, mais il n'y a pas un vrai débat de campagne. Peut-être parce qu'il n'est pas rentré dans le ring encore. Et donc, oui, les autres ont du mal, ils sont un peu dépaysés, y compris Valérie Pécresse. On va voir aujourd'hui au Zénith. En tout cas, ce serait une très belle information pour la France et l'Europe d'avoir au deuxième tour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse et d'exclure les extrêmes. Ce serait un signal très important pour la France, pour la démocratie en France et en Europe. Anna Navarro Pedro, elle joue un va-tout, comme a dit Paolo Lévy, ou pas? Très certainement, oui. Et d'ailleurs, elle prépare son discours depuis samedi matin, depuis son rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. Elle est enfermée là-dedans. Le danger, c'est qu'elle essaie de sortir de ce qui est sa nature même et de faire une performance, parce que la politique et une campagne électorale, c'est un show, c'est une performance aussi. Et c'est ce qui manque à cette campagne électorale, à mon avis. Et qu'elle essaie de faire un show et que ça sonne faux, que ça ne lui aille pas. Un peu comme la fameuse séquence où elle compare la campagne à Star Wars. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Où il y a eu beaucoup de moqueries. C'est ça la crainte qu'elle en fasse un peu trop? Pour elle, oui, pour ce parti, pour la droite française, pour cette représentation quand même d'une opinion, d'une tendance conservatrice en France qui est importante dans l'électorat français, oui, très certainement. Mais vous savez, cette campagne, elle ne marche pas non plus parce qu'effectivement, il lui manque... Une campagne électorale, c'est aussi du théâtre. Partout dans le monde. Avec l'application de la metadata, d'études des profils, des sociologiques, des électeurs, etc., on a un peu perdu ça, mais pas totalement. Souvenez-vous, États-Unis, 2016, Donald Trump. C'était un show, c'était un spectacle, et c'est ça qui l'a poussé vers le haut. Ici en France, on a toujours eu du spectacle. On attendait toujours du sang. On a attendu, bon, évidemment, vous comprenez que c'est une image, mais on a toujours attendu de l'incertitude. C'est à ça que servent les grands meetings.
l'incertitude de l'issue de la campagne, les performances d'acteurs, les joutes, les duels. Eh bien, on n'a rien de tout ça là. D'abord parce que Macron ne s'est pas encore déclaré et parce que ce n'est pas dans sa nature non plus de descendre dans l'arène. Et puis parce que les autres candidats, ils ne sont pas tellement là-dedans non plus. Donc, et puis il manque un élément définitif dans le drame, c'est il n'y a pas d'incertitude quant à l'issue. Sondage après sondage, enquête après enquête, on nous dit, on établit dans nos cerveaux l'idée que l'issue est certaine qu'Emmanuel Macron sera réélu. Et donc cette idée aussi détourne beaucoup de gens qui disent bon, ben, c'est pas intéressant. On voit qu'il y a un sondage, 61% des Français ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils vont voter, même s'ils sont sûrs de voter. Et on voit aussi qu'il y a une baisse de 10 points de l'intérêt des Français pour cette campagne par rapport à 2017. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Il y a une autre question qui se pose autour de Valérie Pécresse. Là, c'est plus pour aborder la question des sondages où elle a un peu de mal à décoller. Est-ce qu'elle n'est pas allée un peu trop à droite dans ce qu'elle dit quand elle, par exemple, elle dit « J'espère qu'Éric Zemmour appellera à voter pour moi au deuxième tour. Ce matin encore dans le JDD, j'aiderai des pays à construire des murs. » Le problème, du coup, elle n'exclut pas un peu tous les électeurs du centre. Elle est allée un peu à droite, elle a été forcée d'aller à droite. Déjà parce qu'au sein de son propre parti, au 12e tour, elle était face à Eric Ciotti. Donc forcément, pour convaincre aussi une partie des zones électorales qui étaient tentées de partir du côté des Zemmour, voire du côté de Le Pen, il fallait aller du côté de la droite. Et puis parce que de toute façon, du côté d'Emmanuel Macron, il y a quand même, tactiquement, c'est très bien joué. Déjà, il n'est pas encore candidat, donc il est impossible effectivement d'aller débattre avec lui sur d'autres sujets que l'immigration, la sécurité, etc. Mais aussi parce que quand on parle d'Éric Zemmour et on parle de Marine Le Pen, on ne parle pas de la droite. Et là où, effectivement, elle est ténaillée, c'est sur le fait qu'elle ne peut pas aborder d'autres sujets. Et ça, c'est important dans cette campagne. Anna disait, effectivement, qu'on attendait des jeux politiques, qu'on attendait des débats, qu'on attendait du son, entre guillemets. Mais ça, on ne l'a pas et peut-être qu'on ne l'aura pas. Donc, effectivement, pour l'instant, elle est obligée d'aller à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, elle va réussir, effectivement, à mettre en campagne d'autres sujets? Mais il faudra attendre quand même le 4 mars et qu'on sache exactement qui parmi les 35 candidats qui ont déjà des parrainages auprès du Conseil constitutionnel vont pouvoir être au 12e tour. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à clarifier le panorama politique et donc peut-être qu'on pourra aborder d'autres sujets, que ce soit à droite ou à gauche. Bon, vous me faites la transition sur les différents thèmes parce que peut-être que Valérie Pécresse en parlera tout à l'heure. On verra bien, tant le thème est devenu majeur dans cette campagne. La France doit-elle continuer sur la voie du nucléaire? Les candidats sur ce point se positionnent. On va discuter des raisons dans un instant. Les candidats et aussi celui qui ne l'est pas encore, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé à Belfort la construction à venir de nouveaux EPR. Imagine-t-on une France où il y aura d'ici 30 ans 40 000 éoliennes au lieu de 8 000 aujourd'hui et 90 parcs éoliens offshore quand notre pays a mis 10 ans pour en faire un. Imagine-t-on une France avec des campagnes là qui seraient impossibles de préserver compte tenu de l'effort que ça représenterait. Imagine-t-on une France totalement dépendante en termes d'énergie non intermittente et devant réimporter à des coûts prohibitifs une énergie carbonée, puisque c'est cela, ce que serait une France où on ne réinvestirait pas dans le nucléaire civil. Et il termine sa phrase, Emmanuel Macron, en disant que ceux qui prônent le non-nucléaire ne sont pas des gens sérieux. Est-ce que Paolo Levi a réussi finalement, Emmanuel Macron, à opposer pro, anti-nucléaire et du coup laisser penser finalement que les anti ne sont pas sérieux? Oui, écoutez, déjà, j'ai l'impression qu'en France, le nucléaire reste encore aujourd'hui très populaire. Il y a aussi là une question de fierté nationale. C'est vraiment un fleuron de l'industrie française. Et donc, je pense que quand Emmanuel Macron soutient la filière nucléaire, il dit quelque chose de plutôt populaire. Disons, les opposants restent malgré tout assez marginaux. Après, si on regarde ce débat-là, disons d'un point de vue plus européen, la France est quand même fait exception parmi les grands partenaires européens. L'Allemagne, je ne suis pas sans
vous n'êtes pas sans savoir, disons, sa décision de fermer sortir les du nucléaire. Nous, les Italiens, on a été quelque part pionniers parce qu'on a eu pas un, mais 2 référendums. Et les Italiens se sont exprimés 2 fois contre. Donc, il est hors de question que nous, on puisse rentrer dans le nucléaire, disons, pour l'instant. Donc, il y a aussi une question de désindustrialisation qui est un vrai thème pour la France et pour l'Europe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un des fers de lance de l'industrie française, vraiment ceux qui faisait de votre industrie vraiment une des industries les plus puissantes en Europe, c'était cette filière-là. Donc, renoncer au nucléaire, ça veut dire aussi, au-delà du débat sur l'énergie, ça veut dire renoncer aussi à certains emplois. Exactement. Et certes, ça peut faire un petit peu sourire parce que moi, je me souviens très bien du candidat Macron en 2017 qui promettait aux électeurs on va réduire la part de nucléaire à 50% de la production totale d'électricité. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, à Belfort, il a annoncé des investissements qu'on n'avait jamais entendus. 15 réacteurs d'ici 2050, c'est quelque chose d'énorme. Je vous rappelle que le dernier réacteur EPR, et ça avait été une grande annonce, avait été annoncé au début des années 2000 et aujourd'hui on le voit encore à Flamanville. Et c'est pour l'année prochaine. Voilà. Normalement. Je l'espère. En tout cas, il a vraiment fait des annonces, ce choc, et je pense qu'il y a beaucoup aussi de politique. Oui, voilà, une partie très politique et électorale dans tout cela. Et justement, pourquoi, selon vous, le thème s'impose ainsi dans la campagne? Parce que le président l'a imposé, parce qu'en France, maintenant, on a l'habitude. C'est pas parce que le prix de l'électricité commence à grimper et que du coup, on arrive et on dit avec le nucléaire, on vous protège. Pour l'instant, les Français ne le ressentent pas autant que nous autres dans le reste de l'Europe. Parce qu'il y a le nucléaire. Oui, parce qu'il y a campagne électorale et parce que le gouvernement a mis une barrière. Oui, donc ça, d'un côté. Puis d'un autre côté, ça s'impose parce que le président l'impose aussi, et l'impose avec un parti pris tout de suite, et qui n'est pas mon ami et mon ennemi là-dessus. Ce qui est quand même quelque chose de préoccupant. C'est un thème qui engage la France et l'avenir de la France, son avenir industriel, son avenir économique pour de larges années, et pour ses performances économiques pour de larges années. Ça mériterait peut-être un débat dépassionné, peut-être un débat un peu plus technique mais accessible. Je m'appuie sur ce qui s'est passé au Portugal. C'était ça. C'était d'un ennui mortel. Mais en même temps, c'était terre à terre et utile. On savait où on mettait les pieds. Pourquoi on faisait ce choix ou pas celui-là. C'est intéressant parce que quand Yannick Jadot dit il engage la France pour les 100 ans à venir sur le nucléaire, a priori, dans 100 ans, ça ne sera plus Emmanuel Macron qui sera au pouvoir. Donc, est-ce que ça ne mériterait pas, effectivement, un consensus politique? Un consensus, pas jeter sur une campagne électorale comme cela, d'une certaine façon pour faire oublier, parce que c'est ce que nous, immédiatement, on analysait ça, on s'est posé tout de suite la question au Portugal. Est-ce qu'on va suivre la France sur ce chemin-là? Le problème se pose pour tous les pays, pour l'énergie, la consommation en augmentation, les prix qui flambent, et nous sommes à 60% de production avec les énergies renouvelables. On se demande sur le ratio bénéfices, investissement, etc. Débat ennuyeux encore une fois, et on se dit, est-ce qu'on va suivre l'exemple de la France? Les questions ont été posées tout de suite par les journalistes, et les spécialistes ont dit, attendez de voir déjà ce qui se passe en France. Ils ont un EPR qui n'est pas encore fabriqué, n'est pas encore construit depuis des années, ça traîne, et qui coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Donc attendons de voir déjà ce qui va se passer. C'est très politique. Nous, on ne veut pas mêler la politique à une décision aussi importante, et c'est tout le problème ici, parce que ce qu'on dit aussi, ce que nos interlocuteurs peuvent nous dire au Portugal, vous après vous déciderez en France, nos amis sont d'accord, c'est oui, mais Emmanuel Macron, et cela a été dit par d'autres candidats, Emmanuel Macron essaie de faire oublier un petit peu qu'il a vendu quand même les joyaux de la couronne industrielle française à l'étranger. Ça fait rentrer de la recette évidemment, et puis maintenant ça manque, on voit le manque à gagner d'une telle initiative d'une telle... Donc, il essaye maintenant de ramener une partie d'Alstom, les turbines Arabelle, en France. Ça va être racheté par la France après avoir été vendu par lui, encore qu'il était encore ministre de l'économie. Donc, il y a toute cette politique industrielle de Macron qu'il essaie de rattraper maintenant et de faire oublier cette vente, quand même, de l'industrie française à l'étranger qui passe un peu mal. Donc ça passe sous le tapis, certes, mais il y a de ça, pour nous, au Portugal. Il faudrait, Juan José Dourado, un consensus politique, selon vous, sur cette question?
Il faudrait un consensus politique, forcément, mais on ne l'aura pas, de toute façon. Ça ne doit pas arriver pendant une campagne? Ça n'arrivera jamais dans une campagne, justement, parce que la campagne est faite pour s'affronter sur un certain nombre de sujets. Ce type de décision, là, prise par Macron, ça ne devrait pas arriver pendant une campagne? Ça n'arriverait pas sur la campagne. Mais je trouve que cette décision d'annoncer l'importance du nucléaire est quand même un coup politique énorme. Et déjà parce qu'il va couper l'herbe sur les pieds des Verts. D'ailleurs, c'est Yannick Jadot qui monte le lendemain avec une tribune au Monde contre cette décision. Donc il y a une partie de l'électorat qui s'éveille et qui dit peut-être qu'il a raison. Parce que là, il parle effectivement d'autonomie énergétique. Et en creux, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez l'Allemagne. L'Allemagne a renoncé au nucléaire. Bon, regardez ce qui se passe en Russie. Ils sont sous la menace. Dans la tenaille du gaz russe, Nord Stream 2, elle a besoin, mais en même temps, elle ne peut pas. Donc, quand elle parle d'autonomie énergétique, il a tout à fait raison. Il parle aussi en creux des autonomie militaire. La France reste une puissance militaire. Et quand il parle de donner de l'impulsion à l'industrialisation française, ben, tout le monde peut comprendre ça. Tous les électeurs peuvent comprendre ça. Donc politiquement, dans un pays qui depuis 3-4 ans ne parle que des climats, ne parle que des énergies renouvelables, il arrive et il impose pendant la campagne le nucléaire. Donc tactiquement, sincèrement, c'est un coup magnifique d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça va payer à la fin? Peut-être pour un certain nombre d'électeurs. Oui, j'ajoute, je suis complètement d'accord avec Juan. Il y a un autre coup magnifique, c'est-à-dire que face, dans le bras de fer avec l'Allemagne, par rapport à laquelle on a toujours un complexe d'infériorité, etc., la France et Emmanuel Macron, ils ont joué un coup incroyable. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, ils sont parvenus à faire introduire le nucléaire dans comme une énergie renouvelable. Donc le nucléaire, aujourd'hui, est considéré officiellement par la Commission européenne une énergie propre et sur laquelle l'Europe pourra donner ses financements. Donc là, Macron, il a joué un coup de maître face à l'Allemagne et c'est à cause de ça aussi, si aujourd'hui, ou grâce à ça, s'il peut jouer cette carte de cette façon-là. Il a annoncé tout cela, le discours de Belfort vient quelques jours après, disons quelques semaines après, loquer le feu vert de la Commission européenne pour insérer la taxonomie et le nucléaire dans les énergies vertes. Donc ça, c'est un coup incroyable qu'il a fait. Oui. C'est votre avis aussi? Oui, et notamment, par exemple, la division aussi d'EDF en 3 grandes entreprises, dont une qui sera à 100% publique pour le nucléaire et qui donc n'aura pas besoin de l'aval de l'Union européenne, de Bruxelles, pour les financements publics donnés à l'industrie privée. Donc tout est préparé finement d'avance, ciselé. Sachez que l'Espagne a protesté auprès de la Commission, justement, parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette mesure. Mais bien sûr. Réponse à la Commission, ça y est, c'est fait, c'est comme ça. Ça reste une énergie verte. Mais l'Italie aussi. L'Espagne, l'Italie, etc. On a tous été pays alliés de la France et qui sont souvent des soutiens de la France. Mais là, ils se sont fait pris de court. Et donc, effectivement, c'est encore un coup de maître politique au niveau européen. Non, mais pour vous dire la capacité stratégique d'Emmanuel Macron dans sa négociation en Europe, face à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, à vraiment des géants de l'Union européenne, il a parvenu à faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs était parvenu à faire. Donc, d'un point de vue français, chapeau. Certes, mais c'est un sale coup pour la démocratie, c'est encore un sale coup pour l'image peu démocratique de l'Union européenne, c'est un sale coup vraiment pour l'avenir. Bon, nul doute que ça fera partie des thèmes débattus par les candidats dans les 2 mois qui restent. Le courant a beau passer, s'ils sont débranchés le 4 mars, date de dépôt des parrainages, la campagne s'arrêtera pour certains de ces candidats. Car aujourd'hui, c'est une réalité, quelques-uns ont un peu de mal encore, pour diverses raisons, à rassembler les 500 signatures nécessaires pour se présenter. D'où cette proposition faite par François Bayrou, la création d'une banque des parrainages. Nous sommes prêts à nous réunir pour dire notre signature ne vaut pas soutien, ce n'est pas un engagement partisan, c'est transpartisan, mais nous sommes prêts à apporter la garantie que tous ceux qui doivent participer à cette élection y participent. Juan José Dorado, c'est une bonne idée? Ça vous fait sourire? Alors ça montre que ce système de parrainage est arrivé au bout et qu'il va falloir peut-être trouver autre chose. Déjà, cette polémique, on l'a eue en 2017, parce que déjà, avec Marine Le Pen, Mélenchon, qui n'arrivaient pas à trouver les parrainages, c'était encore François Bayrou qui avait déjà dit que ce n'était pas logique, qu'il fallait effectivement que ces gens
puissent être là. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, il y a quand même 35 candidats potentiels qui ont au moins un parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Bon, dont certains qui ne se présenteront qui pas. ne vont pas se présenter, mais qui ont déjà au Michel moins Barnier qui reçoit un parrainage. Vous savez qu'en 2017, il s'était 34 candidats, et à la fin, il n'y avait que 11 pour le premier tour. Et parmi ces 11, il n'y a que 5 qui ont réussi à faire le 5%. Donc, mais on va quand même préciser que dans ce que demande François Bayrou, ça ne concernerait que les candidats qui sont au-dessus de 10% dans les sondages ou aux alentours. Autant dire que ça se limite effectivement encore à 5 ou 6 candidats. Parce que quand on voit que Zemmour est très bas, que Taubira est très bas... On va vous montrer justement les candidats qui sont concernés. Il n'y en a pas tant que ça. Oui. Il y en a 3 qui sont en manque de parrainage et au-dessus des 10% ou aux alentours. C'est Marine Le Pen qui a 274, vous savez, c'est actualisé tous les jeudis. Jean-Luc Mélenchon à 258 et Éric Zemmour à 181. Donc il n'y en a pas tant que ça qui sont concernés, mais qui sont au-dessus des 10%. C'est pour ça que selon lui, la démocratie serait touché s'il ne pouvait pas se présenter. Mais est-ce que la démocratie ne serait pas touchée si le représentant du Parti communiste n'était pas là, si le représentant du Parti socialiste n'était pas là? Parce que peut-être qu'au niveau national, effectivement, ils n'ont pas le parrainage. Bon, c'est pas le cas d'Anne Hidalgo qui les a, mais pas celui de des communistes. Des communistes. Mais la réalité, c'est que les socialistes ou les communistes ont une implantation locale qui est beaucoup plus forte que celle que reflète la partie nationale. Et ça serait aussi, entre guillemets, antidémocratique ou très peu démocratique que des candidats et des mouvements politiques installés et connus ne puissent pas arriver à se présenter. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir trouver quelque chose d'autre que les parrainages, peut-être. Ce ne sera pas dans les 2 mois qui viennent. Système, mais il va falloir trouver quelque chose. Et pourquoi pas, Paolo Lévy, se dire c'est les candidats au-dessus de 8, au-dessus de 6, au-dessus de 5 c'est assez arbitraire quand même. Oui, voilà. On pourrait revoir ce système. C'est vrai que pour l'instant, il a montré certaines lacunes, mais aussi des avantages clairs et nets. Ça a marché depuis très très longtemps. La société évolue, même le rapport entre politique et base évolue. Il y a des nouveaux moyens de communication, l'Internet pour s'exprimer, etc. Je me demande si peut-être on ne peut pas aller vers quelque chose de plus inclusif. De plus citoyen, comme au Portugal, par exemple. Citoyen, exactement. C'est citoyen, oui, mais ça l'air aussi un débat. Trop de signatures demandées. Mais bon, le système est à bout, selon vous. Il faut le repenser différemment. Parce qu'à l'origine, c'est le général de Gaulle qui voulait empêcher ce qu'il qualifiait de fumiste de se présenter. Et là, on ne peut pas qualifier ces 3 candidats de fumistes. Ils sont, en tout cas, ils recueillent un certain écho dans le débat. Qui s'emboîte assez bien avec la Ve République. Pour nous, disons en Italie, où c'est beaucoup plus une démocratie parlementaire, on a cette passion qui peut même nuire parfois à la démocratie, parce que trop de démocratie nuit à la démocratie, parce que ça ne garantit pas la stabilité. Oui, donc après, tu ne peux pas faire les réformes que tu as promis en campagne électorale. Mais, disons, dans un pays qui est au cœur de l'Europe et donc au cœur de la démocratie européenne, c'est toujours bien d'avoir une représentation la plus large possible. Nous, en Italie, on arrive à avoir... dans notre représentation nationale, le parti des retraités, on a eu Cicciolina, c'était une star du porno. On s'en souvient, c'était en 2007. Oui, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que sur la carte, tu dis chaque âme de la nation est représentée au Parlement et tout cela. Mais là, ils font pré-campagne finalement. Ces candidats, on les voit aussi en France, mais à un moment, on leur pose une certaine limite. Oui, tout à fait. Vous parliez, général de Gaulle, ça a remonté de... C'était lui, 75. Ça a passé de 100 signatures, de 100 parrainages à 500. C'est une grande différence. Sans parrainage, c'était accessible à une grande partie des candidats, je pense. Vous savez, cette initiative de Bayrou n'est pas inintéressante. Elle attire l'attention sur ce problème dont on parle, sur le fait qu'il y a une faille dans ce système des parrainages et une faille démocratique. Néanmoins... ça fait un petit moment que je connaissais en privé les opinions de certains élus français au Palais Bourbon et ailleurs, et qui disent
Ça va être un sacré problème, pardonnez-moi, on est dimanche matin, ça va être un problème important si des gens comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Mélenchon, Luc Mélenchon n'ont pas leur candidature, leur parrainage. Si c'est la gauche ou l'extrême gauche, bon, on connaît, on risque d'avoir des troubles, mais je vous dis comme on me le dit. Bon, on connaît, mais si c'est les autres candidats, la situation devient peut-être beaucoup plus tendue en France. Et on ne veut pas de cela. Donc, François Bayrou anticipe un peu cela. Ces extrapolations, ces divagations, mettons, elles sont dans la scène politique parmi les élus depuis un certain temps. Et peut-être que cela a motivé une initiative comme celle de Bayrou, qui, à mon avis, ne peut pas avoir été posée sur la place publique sans l'aval de l'Élysée. Vous croyez? Ah, bien sûr. Moi, je crois. Je ne sais pas si mes collègues le pensent. Je pense que l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est que d'autres partis puissent être là, parce que autant vous diversifiez les possibilités de vote, c'est lui le grand bénéficiaire. Donc oui, de toute façon encore, ils étaient une trentaine de candidats en 2017, ils étaient 11 à l'arrivée. Voilà. On verra le 4 mars s'ils sont même pas 11. Je ne suis même pas sûr qu'ils puissent être 11. Bon voilà, la course au parrainage actualisée tous les jeudis par le Conseil constitutionnel. Il sera trop tard une fois passé le 4 mars. Du coup, merci à tous les trois d'avoir participé à Correspondant, Ana Navarro Pedro, Juan José Dorado et Paolo Lévy. On va s'ouvrir au monde. À présent, la géopolitique sur France Info, comment la Chine a minutieusement, selon sa vision des choses, préparé ses Jeux Olympiques. C'est le thème du monde dans tous ses états. Raphaël Kahn, on se retrouve nous juste après pour le grand JT. À tout de suite.